Bonjour, je m'appelle Colin Baïguera, j'habite dans le bâtiment, je suis là-haut à la chaire UNESCO Relia. Et on m'a demandé d'intervenir un petit peu, de manière peut-être un peu décalée, c'est-à-dire que même si de ma carrière, j'ai fait beaucoup de machine learning, c'est là-dessus que j'ai fait la recherche pendant des années et des années. Puis à un moment donné, on se pose un petit peu des questions sur qu'est-ce qu'on est en train de faire là, à quoi ça sert, quoi. Et on se rend compte qu'il y a plein de gens qui ont envie de discuter avec vous et qui n'ont pas nécessairement des gens qui ont justement une vision venant de l'IA pour discuter avec eux. Donc, c'est un peu ce que je fais depuis 4-5 ans. Donc voilà, donc moi je vais parler d'IA générative et de la recherche, ou avec des réflexions, un petit peu de se demander, c'est en train d'arriver dans le monde de la recherche, oui, non, pourquoi, qu'est-ce que ça signifie, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal, est-ce que ça fonctionne, qu'est-ce que ça veut dire, est-ce que ça fonctionne. Et puis, c'est certain, j'arrive absolument pas avec des certitudes, j'arrive absolument pas avec des choses sur lesquelles je peux vous dire, voilà ce qui va se passer dans le futur. Par contre, je pense que j'arrive avec des questions, avec des questionnements. Certains d'entre vous auront déjà ces questionnements. Et le but, c'est de les partager avec vous. Alors, partager veut dire que, globalement, vous pouvez intervenir avant la fin. Et puis voilà. Et puis, si vraiment on est coincé sur le troisième slide, ça arrive, mais on sera coincé sur le troisième slide. Alors, plan d'exposé, c'est ça. Peut-on utiliser les IA génératives dans notre travail de recherche? Et on va décliner la question 3 fois, c'est-à-dire qu'en fait, je vais déconstruire la question et en faire 3 questions. C'est-à-dire une première question est purement technique, c'est-à-dire je ne m'intéresse absolument pas à des aspects éthiques ou à des aspects de l'ego, je m'intéresse juste à est-ce que ça marche? D'accord, bêtement, techniquement, est-ce que dans notre travail de chercheur, qui est un travail double, un travail de chercher, trouver des idées, et puis un travail de rédaction, de communication. Est-ce que là-dedans, les IA génératives en particulier, fonctionnent? Voilà, est-ce que ça apporte quelque chose? Donc, purement techniquement, donc, à ce stade-là, vous n'avez pas le droit d'intervenir dans le débat en train de dire oui, mais c'est pas bien. D'accord? Parce que ça, on le gardera après. Donc, on va s'interdire, on va dire, de faire de l'éthique à ce moment-là. Le deuxième, c'est a-t-on le droit? C'est-à-dire, quelque part, est-ce qu'il y a des règles aujourd'hui ou est-ce qu'on voit se dessiner des règles qui viennent dire, donc le droit, c'est différent de l'éthique. Alors, il y a des grands débats avec les anglo-saxons de savoir lequel des deux doit primer. Mais est-ce qu'il y a des règles qui disent qu'on a le droit ou pas le droit? Alors, je dirais que c'est le genre d'exposé que je fais beaucoup avec les doctorants, qui sont aujourd'hui des populations un petit peu fragilisées par les histoires d'IA générative. Un doctorant, c'est quelqu'un qui, en début de thèse, se dit, si je veux même l'utiliser, est-ce que dans 3 ans, on va me refuser ma thèse? Et on est en train de dire, tu ne veux pas l'utiliser. Et si je ne l'utilise pas, je vois bien que le copain d'à côté qui l'utilise va beaucoup plus vite. Donc, comment je fais? Surtout que je me retourne sur mon directeur de thèse qui me dit non, j'attends que l'école doctorale se prononce. Le directeur de labo. Directeur de labo qui attend que le président de l'université qui attend que le ministre, et ainsi de suite. Voilà, donc, quelque part, cette question de droit, elle est quand même assez fondamentale. Et en fait, la troisième partie, c'est plus la partie, effectivement, de type philosophique, je ne sais pas si c'est le terme, même si ici, on a travaillé avec les philosophes depuis un moment, y compris avec les jeunes, sur des questions. On est persuadé que IA générative et philo ont énormément de choses en commun. Je peux peut-être faire un petit tour de ce côté-là tout à l'heure, mais pour vous en convaincre. Et donc là, la question, c'est quelles sont les conséquences? Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui se passe quand on utilise des IA génératives pour faire de la recherche? Qu'est-ce qui se passe à la fois pour la recherche elle-même et qu'est-ce qui se passe pour le chercheur? Alors, c'est-à-dire qu'à court terme, on voit bien, mais est-ce qu'à long terme, il peut y avoir des conséquences? Est-ce que quelquefois, on est en train de changer le travail du chercheur et donc à partir de ce moment-là, finalement, des choses qui nous passionnent, ne sont peut-être pas passionnantes ou au contraire, ça deviendra super passionnant. Et puis, toutes les questions éthiques qui vont avec. Bien, alors donc, quand je parle en tant que titulaire d'une chaire UNESCO Relia, ressources éducatives libres et intelligence artificielle. Donc, physiquement, on est là-haut. Physiquement, c'est à peu près le groupe de gens qui est là. Et puis, c'est quoi une chaire UNESCO? C'est un projet qui est monté en commun avec l'UNESCO et qui s'intéresse exactement à ces deux questions beaucoup. Ça s'intéresse à la fois au REL, à l'éducation ouverte, et d'autre part à l'intelligence artificielle. Alors, les REL, ça fait très longtemps, c'est-à-dire on sait qu'on a un enjeu, on a différents enjeux pour la planète qui sont connus comme étant les objectifs de développement durable. Et parmi ceux-là, il y a l'objectif de développement durable numéro 4, qui est une éducation de qualité pour tous. Et les deux grandes idées qu'on a au niveau international pour pouvoir donner une éducation de qualité pour tous, la première, c'est avoir des enseignants, c'est pas gagné. D'ailleurs, on manque encore aujourd'hui, je crois, au niveau de la planète, 50 millions d'enseignants pour juste avoir un enseignant devant chaque élève. Et puis la deuxième chose qu'il faut, c'est que les connaissances puissent échapper au système de marchandisation
et puisse quelque part aller plus vite et être exploitable plus vite par tout le monde, c'est-à-dire à la fois par les enseignants et les étudiants. Donc, il y a un moyen de faire ça s'appelle l'éducation ouverte, et il y a des outils, y compris légaux, pour faire ça. C'est, par exemple, les licences Creative Commons, il doit y en avoir une dans le coin, là, sur les autres slides, et donc les règles pour faire ça. Donc, c'est le premier aspect de la chaire. Deuxième aspect, c'est l'IA. Et l'IA, on peut se dire, mais que fait l'UNESCO là-dedans? Donc, l'UNESCO, se voit comme, en tout cas, le think tank des Nations Unies. C'est un des rares endroits où on arrive encore à discuter, y compris avec les gens qui se font la guerre. Donc, c'est assez curieux comme environnement. On peut se parler. On fait un peu semblant qu'il n'y a pas de guerre et qu'il y a peut-être un monde après à préparer. Et donc, on va préparer sur ces questions d'IA et il va y avoir des réflexions puisque l'IA, c'est quelque chose qui touche à l'éducation, le E de UNESCO, aux sciences, le S de UNESCO et le C de culture, le C de culture qu'on trouve aussi dans l'UNESCO. Donc, l'UNESCO met le paquet là-dessus et écrit régulièrement, tous les 6 mois, 5-6 mois, il y a un nouveau rapport de l'UNESCO qui sont des rapports, c'est juste des recommandations, mais enfin qui ont un poids fort et qui jouent un gros rôle, en particulier dans les pays qui ne sont pas aussi riches que les nôtres. D'accord, les nôtres, on n'a pas nécessairement besoin de l'avis de l'UNESCO, puisqu'on va dire qu'on a les universités, on a les centres de recherche, on a plein de chercheurs, on a plein de gens pour réfléchir, mais bon, il y a beaucoup de gens dans la planète pour lesquels le plan B, c'est de prendre uniquement les avis des grands acteurs financiers ou des grands acteurs politiques. Et donc, la possibilité de prendre l'avis de l'UNESCO, réfléchir un peu en communauté, ça semble un peu mieux. Bon, alors un autre point de départ à toute cette discussion, c'est 3 remarques de doctorants que j'ai eues récemment. Le premier, c'est ChatGPT permet de plagier sans se faire détecter. C'est des remarques aussi qui, une fois que je les ai eues, j'étais embêté parce que ça sautait pas aux yeux comment répondre. Et donc, il a fallu réfléchir, il a fallu travailler, et puis il a fallu justement travailler avec les doctorants. Donc voilà, le doctorant, il était très heureux grâce à ChatGPT. Il avait trouvé une façon de plagier, c'est vous preniez un texte, d'accord, que faire un copier-coller, ça s'appelle plagier. Si je demandais à ChatGPT de réécrire le texte, ça y est, j'ai résolu le problème du plagiat, qui est quand même une peste pour un doctorant, parce que voilà, c'est un problème. Ok, deuxième remarque de doctorant, c'est qu'avec les IA génératives, les tests dureront 1 an. Alors là aussi, j'ai été un peu estomaqué quand le doctorant m'a dit ça, et puis en fait, je me suis rendu compte que la réponse n'était pas si évidente que ça. D'ailleurs, je me suis rendu compte que, avec un bon directeur de thèse, écrire un manuscrit de thèse en 1 an, c'est tout à fait possible avec ChatGPT. Je ne dis pas que c'est la meilleure des thèses, Ça ne va pas être la thèse qui passe ou le vol, mais enfin, on est capable d'aller récupérer 1 ou 2 publics quelque part. Donc, ça ne marche peut-être pas dans tous les domaines, mais il y a une série de domaines dans lesquels on doit bien être capable de faire ça en 1 an, avec un doctorant qui se débrouille. Donc, c'est un problème quand même. Ça veut dire que quelque part, il y a un décalage quelque part entre notre idée qui était plutôt que 3 ans, c'était pas assez. D'accord? Ça, c'était mon estimation sur la durée des thèses. On a en France une durée de 3 ans, alors que les autres pays ont plus. Donc, ils râlaient plutôt parce qu'on n'avait pas assez. Et puis voilà que les doctorants eux-mêmes me disent non, ça suffit. Le cas, ils sont pressés. Et puis la dernière question, qui est une question de doctorant, qui était de dire que ils m'entendent, moi, parler de ce genre de sujet. Ils disent, mais enfin voilà, vous en parlez, mais vous avez pas le droit avec vous. Vous n'êtes pas le directeur de l'école doctorale, vous n'êtes pas le ministre de l'enseignement supérieur. C'est quoi les règles? D'ailleurs, et donc, est-ce qu'il y a des règles? Est-ce que soit il y a des règles explicites, donc des choses qui sont écrites, soit il y a des règles implicites, c'est-à-dire finalement, voilà comment fonctionne le système de la recherche, qui fait que, il existe des garde-fous qui font que notre système est à peu près résilient et sait à peu près gérer ce genre de situation, ou au contraire, notre système n'est absolument pas résilient et se casse la figure. Voilà, donc ça, c'est une question. Bon, alors je vais surtout pas vous faire tout sur les IA génératives, mais je vais quand même faire 2-3 remarques. Gardez en tête, premièrement, que les enjeux financiers sont gigantesques. D'accord, l'homme le plus riche de la planète, celui dont on parle en ce moment pour la prochaine élection américaine, enfin qui joue un poids considérable, est riche parce que grâce à l'IA. D'ailleurs, toutes les grandes fortunes du classement Forbes, à peu près toutes, il y a peut-être Bernard Arnault chez nous qui doit ça à autre chose, mais sont toutes les très très grandes fortunes sont liées à l'IA. Donc ça veut dire que en fait le poids de l'argent est absolument colossal et cause des distorsions dans tous les discours qu'on peut tenir sur l'IA. C'est très difficile, pour donner un des exemples que j'aime bien, d'expliquer un truc simple comme l'IA est un outil et n'est pas un agent, quand en face de vous, les grandes entreprises sont en train de dire exactement le contraire.
D'accord, c'est-à-dire que le message des grandes entreprises, c'est j'ai un produit qui s'appelle Copilot, j'en ai un autre qui s'appelle Gemini, le jumeau. J'utilise le mot partenaire, le mot compagnon, le mot assistant. Donc j'utilise toute une série de terminologies pour dire non, c'est attendez, là, on a un truc, on est bien au-delà de l'outil. On est sur l'agent. Ça va avoir une application pour la recherche, le fait de choisir tel ou tel mot, de quelle façon on présente les choses. Et donc, le fait que les puissances financières sont vraiment, vraiment omniprésentes, ça joue énormément. Ça joue aussi en France, par exemple. Vous regardez la constitution du Grand Comité national sur l'IA. Alors, c'est un comité qui est globalement contrôlé par toutes les grandes entreprises. D'ailleurs, donc c'est des choix. C'est des choix de dire je mets des gens, c'est l'industrie qui prime, et là-dessus, c'est eux qu'on va écouter. Voilà, donc on va écouter leur discours de tout leur temps. Mais il faut bien comprendre que c'est un discours. C'est pas parce qu'ils le disent très fort et qu'ils le répètent à longueur de journée que tout ce que les grandes entreprises sont en train de dire est réel. Voilà. Alors, deuxième chose que zéro prime que je voulais utiliser, c'est quand on veut utiliser sereinement. Alors, sereinement, c'est pas terrible comme mot. J'avais failli utiliser le mot en sécurité, d'ailleurs, de façon un peu secure. D'accord, bon, les IA génératives, qu'est-ce qu'il faut? D'accord, alors là, vous êtes en train de suivre une série de cours là-dessus, mais vous êtes aussi déjà, d'après ce que j'ai compris lors des discussions de midi, des gens qui utilisent tout ça. Qu'est-ce qu'il faut pour pouvoir faire ça? Alors souvent, on utilise le terme compétences du 21e siècle pour dire que ce sont des compétences qu'on ne trouve pas dans le cursus jusqu'à maintenant. D'accord, c'est une manière de botter en touche. Ça s'apprend pas et il va bien falloir d'une façon ou d'une autre le faire. Donc la première chose à mettre en avant, c'est qu'il y a une notion de conversation quand on fait du prompt. Quand on prompt, c'est rarement juste, voilà, j'ai posé une question à la Google. Pour beaucoup de mes étudiants, ça reste Google+. D'accord, c'est juste, je dois prendre l'espèce de question, je la mets, puis ça y est, mon problème est résolu. Le fait qu'il y ait une activité derrière avec une logique de type conversationnel, ça échappe quand même à beaucoup en tout cas de mes étudiants. C'est une conversation, mais ça n'en est pas une. Dans une conversation, il y a un principe de base, c'est que j'essaye de vous faire changer d'avis, vous essayez, enfin les deux peuvent faire un effort l'un vers l'autre. Là, dans celui-là, il y a une conversation à sens unique dans laquelle moi, je vais peut-être changer d'avis parce que les arguments apportés par l'IA sont très convaincants, mais j'ai aucune chance de réussir à faire changer d'avis à ChatGPT. Ça semble évident. Et donc, pour pouvoir y arriver, il va falloir savoir, savoir gérer cette discussion. Et pour pouvoir gérer cette discussion, il y a deux aspects. Il y a un premier aspect, c'est comprendre comment ça marche et être capable de se faire, les anglo-saxons parlent de theory of mind, d'accord, de se faire une espèce de compréhension de comment fonctionne l'IA. Donc, comprendre l'IA, ça va plus que juste sur des idées. Ça peut aller jusqu'à le rôle des données. D'accord, que pourquoi est-ce que les biais apparaissent, à quel moment est-ce que les biais vont apparaître dans le processus dans lequel ma réponse a été construite. Donc, ne pas comprendre comment fonctionne l'IA, ça pose un problème. C'est-à-dire on est vraiment en train de parler avec une boîte noire dont on ne comprend pas la forme le mot raisonnement est pas terrible, mais la forme de construire finalement ces réponses. D'accord, donc ça, c'est le premier aspect. D'accord, donc c'est essentiellement, alors on va parler alors ça, c'est la première chose. Et puis la deuxième, là, c'est la deuxième. Mais la première chose, dans ce cas-là, c'est de savoir de quoi on parle. D'accord, savoir de quoi on parle, c'est-à-dire que ça m'est très difficile de poser une question sur les papillons. Parce que finalement, je ne sais pas grand-chose sur les papillons. C'est la seule question que je sais poser sur les papillons, c'est est-ce que ça vole? Je m'attends à avoir une réponse pas très intéressante. Alors ça, au niveau des chercheurs, c'est pas immédiat que ce soit important. C'est important quand je m'adresse au pouvoir public sur les questions d'éducation. Alors, ça veut dire que non, l'IA ne vide pas la boîte de devoir savoir des choses. Si je veux pouvoir poser des questions, il va bien falloir savoir de quoi je parle, que je connaisse le vocabulaire du domaine. Il va falloir que je puisse bâtir des réponses. Okay. Alors pour un chercheur, c'est quand même aussi le cas. C'est-à-dire, si je prends un thème et je me contente de mettre une question et je n'ai pas le vocabulaire du domaine, je n'ai pas étudié le domaine, je vais avoir un double problème. Je vais avoir un problème au moment où je formule ma question. Alors, c'est toujours une conversation. Donc, je peux formuler une question, mais s'il me manque le vocabulaire précis pour formuler ma question, je dois m'attendre à ce que peut-être que la réponse que je recevrai ne sera pas aussi brillante qu'elle pourrait l'être. Et puis, je dois aussi avoir quand même une compétence sur le domaine quand je vais recevoir la réponse.
là, il va bien falloir que j'aille regarder les choses. Alors, pendant longtemps, je pensais que le terme était pensée critique, et en français, on utilise plutôt pensée critique pour cette capacité qu'on a à analyser un document, à analyser un texte et se faire une opinion là-dessus. Et les anglo-saxons, en ce moment, utilisent evaluative judgment, donc moi je l'ai traduit sommairement comme jugement évaluatif, comme justement cette capacité d'évaluer et de juger, d'accord, donc un document ou quelque chose, et dans lequel il y a deux aspects. Il y a un aspect qui est presque technique, qui est, quand j'ai une réponse et qu'il n'y a pas de source, qu'il y a juste du jargon, enfin, il y a un certain nombre d'indicateurs qui très vite me disent « c'est suspect ». Et puis ensuite, il y a une partie où je ne peux juger que si je sais assez de choses pour avoir un jugement. Donc, les deux aspects sont nécessaires. Donc, il ne faut pas se tromper. C'est-à-dire, on ne peut pas juste y arriver en connaissant les trucs. D'accord, en train de dire, je calcule la longueur des phrases, ou je fais tourner un détecteur, ou je ne sais pas quoi. Il va bien falloir aussi que je sache des choses si je veux exercer ma pensée critique et que je dois aller relire des choses. Ok, donc c'était un zéro prime, mais c'est à garder en tête parce que dans la façon de fonctionner, surtout pour un chercheur, il faut garder le contrôle du coût, c'est-à-dire il faut avoir cette capacité justement d'exercer son jugement évaluatif. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si on dit ok, on passe à l'acte et on veut utiliser les IA génératives, il va bien falloir à tout moment pouvoir aller questionner. Bon, alors la première question, peut-on utiliser les IA génératives dans notre travail de recherche? Et ça, c'est les aspects techniques. Vas-y. Donc, je disais que pour moi, il y a deux aspects dans faire de la recherche. Il y a faire de la recherche, et puis le deuxième aspect, ça va être la communication de la recherche. Alors, c'est un peu simpliste de séparer les deux. Parfois, on écrit son article tout en continuant à faire de la recherche, ou sa thèse, ou son document. Et parfois, non. Parfois, c'est vraiment deux activités différentes. Donc, est-ce qu'on peut faire de la recherche et comment est-ce qu'on utilise l'IA aujourd'hui? Il y a toutes sortes d'outils qui arrivent au quotidien pour pouvoir faire des choses. On peut faire un état de l'art grâce à l'IA. On peut lire les articles plus vite parce que finalement, on demande à l'IA de les lire et puis de les reformuler, de les résumer, ou on interroge l'IA plutôt que d'interroger les articles eux-mêmes. Je peux générer des idées. Alors, c'est pas nécessairement de générer des idées neuves. Ça peut être juste, génère-moi des embryons d'idées, des pistes de départ. Donne-moi juste, dans la littérature, à partir de la littérature, quels seraient les 10 points qui se semblent importants. Donc, c'est quand même des choses qui déclenchent des idées. Alors ça, c'est plus dans la partie rédaction. Je peux rédiger des reviews, donc l'analyse des écrits des autres. Je peux rédiger des articles et je peux préparer des présentations. Donc, voici quelques outils, mais il y en a plein. Donc, le premier, et ça c'est important, c'est plus qu'un outil. C'est en fait un travail qui prédate ChatGPT et prédate les IA génératives. C'est Semantic Scholar. Donc, Semantic Scholar, c'est 200 millions d'articles de recherche qui ont été méthodiquement analysés et sémantisés. Sémantisés, ça veut dire vous extrayez de ça en fait le contenu et vous savez de quoi ça parle. Vous avez pour chaque article toute une décomposition sémantique de l'article. Donc 200 millions d'articles, c'est quand même beaucoup d'articles. L'intérêt d'avoir fait ce travail sur la sémantique, c'est facile. C'est qu'une fois que vous avez ça, si vous avez des API, si vous avez des systèmes qui vous permettent d'interroger cette base de connaissances, tout le reste des produits va suivre. Et c'est ce qui va se passer avec des outils comme Consensus, qui a besoin d'une inscription, mais par contre, je crois pas que c'est payant, en tout cas pas au début. Il existe une version non premium, en tout cas. Donc ça me permet d'explorer Semantic Scholar et de lui poser des questions. Donc si j'ai envie d'explorer l'état de l'art et de savoir, est-ce que d'autres se sont intéressés à ce sujet? D'accord, qu'est-ce que les gens pensent d'eux? D'accord, donc je peux, avec du texte libre, aller interroger Consensus. Je peux faire la même chose avec Elicit, qui lui a un système de crédit. Donc on a quelques crédits gratuits pour commencer, mais vite ça devient frustrant. Et donc lui aussi permet de questionner Semantic Scholar et d'avoir Hunt to Obtain. Ah oui, là j'ai dû faire ça à la fois en français et en anglais. Donc voilà, ça c'est une partie qui est restée en anglais. Et donc là, l'organisation des réponses va m'arriver article par article. C'est juste dans la présentation des résultats que ça va être différent. Ça, je l'ai fait il y a déjà 6 mois. Je pense qu'il y a encore plein d'autres outils du même type qui me permettent d'explorer la littérature. Mais en fait, je n'explore pas la littérature. Je suis en train d'explorer Semantic Scholar. D'accord ? Et là-dedans, je suis en train d'obtenir des résultats.
Alors, il y en a un que j'aime bien parce qu'il est très graphique, c'est Connected Papers, qui me permet d'obtenir des choses comme ça. Donc, je mets un article de recherche et puis je lui dis, organise-moi la connaissance de cet article-là. Donc là, j'ai testé, j'ai mis un article à moi. Et puis, effectivement, alors, il retrouve bien sûr des articles à moi, mais il retrouve plein d'autres articles. La plupart, je les connaissais. Donc ça me rassure. Ça veut dire que, effectivement, il est en train de taper aux bons endroits. Et c'est pas juste un graphe de citation. D'accord, un graphe de citation serait, on prend ce que moi je cite et puis on les met, et puis si la citation est dans l'autre sens, enfin je pourrais faire ça à partir de Google Scholar par exemple. Là non, là je suis en train de le faire sur les contenus, de quoi ça parle, et puis on peut découvrir des choses de ce type-là. Ok, alors un autre site que j'aime bien, mais que je recommande pas, est celui-là. Alors effortlessacademic.com, on pourrait appeler ça le chercheur feignant. D'accord, donc chercheurfeignant.com. Et donc, eux, ils organisent des cours. D'accord, donc là, ils pourraient faire concurrence à nous. Donc, vous faites un cours chez eux pour apprendre à devenir un chercheur feignant. Alors, je trouve ça absolument marrant parce que, derrière, je n'ai jamais trouvé qu'être chercheur, c'était un travail facile, quoi. J'ai toujours trouvé qu'il fallait travailler beaucoup et qu'on dise à un chercheur, en fait, tu peux faire ça sans faire d'efforts. Il y a un côté un peu surprenant. Mais enfin, néanmoins, ce qui est intéressant, c'est qu'on se met à lire les recommandations des outils sur lesquels ils assurent donc leur formation. Et puis, ils ont effectivement bien regardé le domaine et trouvé toutes sortes d'outils qui fonctionnent plus ou moins bien et qui permettent soit d'obtenir des résumés, soit d'obtenir donc un survey de la littérature, soit de toutes sortes de choses là. Voilà, donc ça c'est quelques outils, il y en a plein, il y en a juste plein d'outils. Quand je discute avec les doctorants, un outil qu'ils aiment bien, c'est ChatPDF, qui leur permet d'interroger n'importe quel PDF. D'accord, donc quelque part, vous avez un long PDF de 60 pages que vous n'avez vraiment pas envie de lire, et puis hop, vous l'interrogez. Alors, vous l'interrogez pour en savoir plus, pour voir ce qu'il y a dedans, pour voir si vous avez envie de le lire, pour en savoir, bien sûr, ensuite, le résumé, ça glisse vite vers, ça y est, j'ai posé 3 questions, je suis capable de le citer dans ma biblio et de dire que je l'ai lu. D'accord ? Là, on sent bien que très vite, on va basculer de l'autre côté. Mais ce sont tous des outils qui marchent à l'intérieur de l'IA qui ne marche pas, c'est-à-dire qu'il y a ses avantages et ses inconvénients, mais qui ici permet de faire le fameux « ça me permet de gagner du temps », qui est quand même quelque chose que tout le monde met en avant. Alors un peu d'histoire quand même, là, pour justifier mes cheveux blancs, et pour dire que c'est pas la première fois comme ça qu'on a le monde de la recherche qui se retrouve chamboulé par des changements technologiques qui changent tout. Donc, un des premiers changements, c'était justement le Google Scholar dont je parlais tout à l'heure. Donc, Google Scholar date de 2004. Mais avant ça, il y avait déjà eu un truc qui s'appelait en 1997, CiteSeer, qui lui avait été fait par des chercheurs à NEC et qui ont réussi à arriver à 700 000 documents, alors que Google Scholar est aujourd'hui à 389 millions de documents. Donc là, vous avez un saut vous multipliez par environ 500 le nombre de documents. Alors qu'est-ce qui a changé à ce moment-là ? C'est effectivement que le graphe des citations jusqu'à Google Scholar ou jusqu'à CiteSeer était un graphe à sens unique. C'est-à-dire que quand je voyais un article, je pouvais savoir tous les articles que cet article-là citait. Donc je pouvais remonter dans le temps. D'ailleurs, c'est-à-dire je prends un article qui a été écrit il y a 3 ans, grâce à lui, je pouvais retrouver peut-être des articles sur le même sujet écrits il y a 5 ans, 8 ans, 10 ans, 12 ans. Mais je ne pouvais rien trouver qui aurait pu utiliser cet article ensuite. Ça, c'est ce que Google Scholar a permis, c'est-à-dire de réexplorer la littérature dans l'autre sens. Vous trouvez un article essentiel de 2012 et vous pouvez vous dire, finalement, il est vraiment essentiel. J'ai peur peut-être que quelqu'un d'autre ait les mêmes idées que moi et donc, logiquement, il aura cité cet article-là. Je peux explorer rapidement, regarder un petit peu pour voir qui d'autre a utilisé cet article-là. Et la recherche a complètement changé jusque-là. En 2005, un de mes articles les plus cités était une étude bibliographique dans laquelle, sur un thème de recherche particulier, j'ai fait justement tout le travail de la bibliographie du domaine. À l'époque, ça a été considéré, j'ai gagné un prix, etc. C'était un travail colossal. Avec l'arrivée de Google Scholar, ce travail ne vaut plus rien. C'est pas tout à fait vrai. Avec l'arrivée de Google Scholar, vous aviez le graphe, mais maintenant, avec l'arrivée de l'IA générative, je peux remplir tous les trous. D'accord ? Donc, c'est effectivement des travaux qui, aujourd'hui, ne valent plus grand-chose.
Voilà, en 2015, vous avez le Semantic Scholar. Alors, la différence entre Google Scholar n'a pas besoin de regarder les contenus. Elle est juste en train de regarder la biblio d'un article. D'accord, ne va pas explorer le contenu. Ce que fait le Semantic Scholar dont on parlait il y a 5 minutes, c'est que lui, il est en train d'explorer réellement les contenus et il est en train d'extraire les idées et de les organiser. Il y avait une deuxième révolution que j'ai vue dans le domaine de l'informatique, probablement moins dans le vôtre, peut-être plus dans le domaine des sciences physiques, à vérifier. C'est à un moment donné, Unix, c'est Linux, ouais, c'est ça. Donc, à un moment donné, les gens ont commencé à programmer autrement. Ils ont commencé à construire des grandes bases de données, et puis surtout, ils ont commencé à pouvoir expérimenter in silico de façon extensive. C'est-à-dire, je ne lançais pas une expérimentation, mais je pouvais en lancer des milliers. D'ailleurs, je mettais une boucle for, je changeais mes valeurs de epsilon, mes n, mes bases de données sur lesquelles je testais, et donc je pouvais envoyer toutes sortes d'expérimentations en parallèle, et puis là, ensuite, je faisais un max et je cherchais celui qui donnait les meilleurs résultats. Et là, vous aviez un résultat, vous disiez, oh, ben, c'est marrant, avec epsilon égale 0,39 et puis n égale 14, ça marche super bien. D'accord. Sauf que, effectivement, il y a un mot qui a fait beaucoup de mal pendant longtemps, c'était le mot du fortuit, c'est-à-dire que, surtout s'il y a un peu de random dans vos expérimentations, arrive un moment où effectivement tout se goupille bien, mais parce que juste vous avez tellement fait d'expérimentation que ça va fonctionner. Forcément, si vous avez des pièces que vous lancez en l'air, à un moment donné, vous aurez, si vous pouvez lancer une dizaine de milliers de pièces, vous allez en trouver une qui 10 fois de suite va faire face. Vous avez dit, c'est une pièce magique, elle fait face tout le temps, etc. Pas du tout, c'est juste que vous avez tellement répété l'expérimentation que les queues de distribution font que vous allez tomber sur ce genre de cas-là. Là, on a eu ça pendant assez longtemps parce que les gens n'ont pas compris les phénomènes statistiques qui étaient en cause et simplement, des expérimentations se faisaient. À l'époque, on n'était pas systématiquement obligé de présenter ces résultats expérimentaux avec la capacité pour l'autre de montrer, de pouvoir reproduire les expérimentations. Et donc, on donnait des résultats, on était honnête, on avait obtenu tel ou tel résultat, mais en réalité, en fait, ça dépendait au moins autant de ce qu'on appelle le fortuit que de la réalité. Ok, alors, peut-on utiliser les IA pour comprendre... Donc voilà, c'est juste dire que c'est pas la première fois comme ça que le monde de la recherche se retrouve quand même bousculé par un acteur. Et quand je dis bousculé, on l'est vraiment. Alors là, j'ai pas regardé des résultats récents, mais au mois de juin, on en était quand même à l'impression que 20% des articles scientifiques de 2024 étaient en partie au moins coécrits par ChatGPT, dans certains domaines. Typiquement, les domaines de l'informatique, les informaticiens jouent plus avec ça que d'autres. J'ai du mal à savoir si dans vos domaines, ce sera la même chose. Donc, il y avait quand même l'impression que de plus en plus, ces outils étaient en train d'être utilisés et que donc, notre métier était en train de changer. Donc, est-ce qu'on peut utiliser l'IA pour nous aider à comprendre un article? Oui, alors pour comprendre, on peut les utiliser pour reformuler quand on ne comprend pas. Ça aussi, c'est un des avantages pour l'éducation. Quand un étudiant ne comprend pas quelque chose, il peut demander une reformulation à l'IA et c'est bien sûr un vrai plus. On peut obtenir des synthèses, on peut obtenir des résumés, on peut obtenir des présentations sous d'autres formes et donc ça peut marcher. Alors, les risques là-dessus, bien sûr, c'est qu'on n'est pas sur juste une note de synthèse dont on a besoin pour aller à une réunion, on parle de recherche. C'est-à-dire que si on a besoin de faire fonctionner sa propre recherche sur des résultats avérés, on ne peut pas tout à fait se passer d'aller lire complètement l'article. C'est toujours un problème, c'est derrière, vous allez avoir besoin, ou on a besoin, un doctorant a besoin d'avancer, il doit être sur des bases solides. Si ces bases ne sont pas totalement solides, ça va lui poser un problème. Voilà, et puis il y a une interprétation qui va se jouer. Alors, peut-on l'utiliser pour la recherche bibliographique? Moi, j'ai utilisé Bing, mais enfin, c'est pas le seul. Il y a plein d'enjeux dans lesquels les gens sont en train d'essayer de faire ça. Et au fur et à mesure de le faire bien, c'est-à-dire en train d'aller chercher, bien sûr, à le faire à la façon des chercheurs, c'est-à-dire de rajouter la capacité de citer. Alors, on a toujours dit que ChatGPT, on ne connaît pas les sources. En réalité, c'était pas prévu comme ça, mais aujourd'hui, les IA sont capables d'aller rechercher les sources. Elles sont capables, si elles ont été entraînées pour ça, si l'entreprise le veut bien, de nous donner des sources. Voilà.
Alors oui, peut-être une remarque en passant. Alors je suis déjà en train d'attaquer un petit peu plus loin la troisième partie, mais c'est ce côté, je vais utiliser l'IA pour filtrer ma biblio et ne lire que des choses utiles, signifie que je ne vais pas lire des choses inutiles. D'accord? C'est vrai que c'est dommage de ne pas lire des choses inutiles. Il y a plein de choses inutiles qui, en fait, en réalité, deviennent utiles un peu à un autre moment. D'accord? Le travail du chercheur n'est pas juste exclusivement de résoudre son problème. C'est aussi d'avoir une vision plus large qu'il va pouvoir avoir en lisant des choses inutiles. Bon, c'est une remarque en passant. Alors, peut-on en aller plus loin pour essayer d'explorer des possibles, pour trouver des idées? Donc, au départ, on se dit que non, que les IA génératives n'inventent rien. Elles se contentent de nous redonner des choses qui existent. Mais là aussi, il y avait un article dans Nature, je crois que c'était au mois de juin, je crois que c'était au mois de juin, qui montrait que, que quelque part, on pouvait tout à fait générer des nouvelles choses, des nouvelles pistes grâce à ça, et que quand on interrogeait des gens avec des expérimentations à l'aveugle, sur les idées produites par des IA génératives et des idées produites par des chercheurs, ils avaient du mal à dire que les uns étaient plus inventifs que les autres. Donc, ça ne sautait pas aux yeux que les IA génératives étaient juste en train de répéter bêtement des choses 1000 fois ressassées. Ok, donc tout ça, c'est le domaine, on va dire, de faire de la recherche. Maintenant, si c'est communiqué avec la recherche, un chiffre dont je parlais tout à l'heure, c'est qu'on voit 20% des articles qui seraient partiellement réécrits par ChatGPT. Alors, peut-être un mot là-dessus, ça va me permettre de parler des détecteurs, c'est-à-dire que la question, c'est comment on compte un tel chiffre? Comment on arrive à la conclusion que 20% des articles scientifiques ont été, en 2024, ont été écrits par ChatGPT? C'est pas du tout évident. On va pas interroger les chercheurs et puis dire, il y a 20% des chercheurs qui ont avoué que. Donc, en fait, on va faire effectivement de la détection, c'est-à-dire vous allez aller chercher des calculs de fréquence sur les mots. Et l'avantage, c'est que si vous le faites sur des très grands volumes de données, donc vous prenez tous les articles qui ont été produits en 2024 et qui sont sur les archives ouvertes ou des choses comme ça, vous avez des volumes sur lesquels, les détecteurs vont fonctionner. C'est-à-dire que si vous faites un calcul statistique sur des fréquences sur des mots ou des fréquences sur des expressions ou sur les longueurs des phrases, des choses qu'on peut regarder, là où ça ne marche pas sur un article unique ou sur une copie, l'enseignant qui est persuadé qu'il va pouvoir attraper un étudiant parce qu'il l'a fait passer dans un détecteur, sur une copie unique, vous n'avez pas les éléments statistiques pour avoir quelque chose qui vous donne un résultat un petit peu sûr. Par contre, si c'est sur des milliers d'articles, vous allez avoir statistiquement la capacité de faire ça. Alors, ils en sont même arrivés à, pour pouvoir faire le travail, ils ont commencé par générer plein de faux articles pour pouvoir vérifier justement les fréquences sur les articles scientifiques produits par rapport aux articles pré-ChatGPT pour voir ce qui pourrait se passer. Et ça, c'est des équipes très très sérieuses qui en produisent ce genre de choses. Donc, exposer sa recherche grâce à ChatGPT, la réponse est oui, c'est tout à fait possible. Mais il faut rappeler pourquoi on fait ça. C'est-à-dire que quand on écrit un article scientifique ou quand on fait un exposé, le but, c'est pas juste de rajouter une ligne dans un CV. Le but est de convaincre. Alors, le but est de convaincre. Quand je fais un oral, le but, c'est de convaincre quelqu'un de lire éventuellement l'écrit. Et sur l'écrit, le but, c'est que la personne dise « Ah ouais, je dois inclure ça dans ma recherche ». C'est pas juste de rajouter à l'énorme foison de documents scientifiques qu'il y a un de plus. Ça sert pas grand-chose. Et donc, quelque part... il y a un élément clé qui se dégage là, qui est l'élément de confiance. D'ailleurs, si je veux convaincre, ça veut dire que je veux que vous ayez confiance dans ce que je suis en train de raconter. Et là, effectivement, il va bien falloir que je gère le facteur confiance si je décide d'utiliser ChatGPT dans ma communication. Je cherche à ce que vous, en face, vous ayez confiance. Ça explique aussi pourquoi, pendant un moment, les conférences ou certaines revues ont dit on ne veut pas d'articles écrits par ChatGPT, parce que, quelque part, nous aussi, notre réputation de revue scientifique ou de conférence, elle est basée sur la confiance qu'on nous accorde. Si là-dedans, il y a des choses qui sont fausses, qui arrivent, qui sont pas correctes, ça nous pose un problème. Donc ça, il faut bien comprendre que le mécanisme qui fait que les uns ou les autres ont des réactions sur à utiliser, ne pas utiliser ChatGPT, c'est celui-là. C'est est-ce que je peux maintenir la confiance? Donc, si j'arrive à utiliser ChatGPT et maintenir la confiance, mon argument, c'est pourquoi pas, il n'y a pas de problème. D'ailleurs, si quelque part je détruis la confiance parce que j'utilise ChatGPT, ça marchera pas. Il y aura quelque part quelqu'un qui va pas être très content.
Donc, en fonction de ça, oui, on peut reformuler, on peut écrire des paragraphes, on peut arriver à se dire, mince, j'avais 11 pages, il faut que je passe à 10 parce que, vous savez, il y a quelques lignes en trop pour arriver à l'article. Enfin, tout ce genre de choses-là me semblent des comportements tout à fait acceptables. Quand j'ai dit je lis les articles des chercheurs qui, en plus, nord-américains sont pas stupides. On comprend très bien que les gens sont pas tous des anglophones natifs. Et quelque part, s'ils utilisent ChatGPT ou une autre IA générative pour améliorer leur style, c'est très bien. D'ailleurs, donc, tant qu'on est sur finalement, le fond n'a pas changé, on est juste en train d'enrober, de le rendre plus lisible, un style plus direct, plus facile à comprendre. C'est plutôt des choses qui sont intéressantes. En plus, faut se l'avouer, il existait déjà dans les universités, dans les laboratoires, des services qui faisaient ça. On pouvait déjà payer des gens, si vous êtes très riche, là, non, mais j'ai vu les ordinateurs, là, je me dis, sérieusement, mais il y avait une iniquité entre ceux qui pouvaient effectivement se payer des traducteurs ou des gens pour réécrire et ceux qui ne le pouvaient pas. Donc, utiliser ça pour réécrire, en réalité, dit par un certain nombre de gens, c'est pas choquant. À condition, bien entendu, qu'on soit en train de garder le contrôle du coup. C'est-à-dire, je suis passé de 11 pages à 10, je dois vérifier pour voir qu'est-ce que j'ai perdu, qu'est-ce que j'ai fait gagner, qui ne m'ait pas fait sauter l'essentiel, ou qu'en résumant, il n'ait pas changé le sens. Donc, il faut que je garde nécessairement le contrôle du coup là-dessus. Tucci, faut-il déclarer qu'on a utilisé l'IA pour écrire les paragraphes? Mon avis, non. D'accord? Mon avis, non. C'est-à-dire que là, on est en train de l'utiliser en tant qu'outil. Et que quand je l'utilise en tant qu'outil, je ne vais pas non plus dire que j'ai utilisé Word pour taper mon texte ou la texte ou autre chose. Donc, tant que je suis en train de l'utiliser en tant qu'outil et que quelque part je suis maître de mon outil, je n'ai pas besoin de dire ceci a été fait avec ChatGPT. Je dis touchy parce que je sais que tout le monde ne pense pas comme moi. Il y a toute une école de gens qui pensent qu'il faut accompagner un article de 10 pages avec 20 pages pour expliquer quels sont les prompts que vous avez utilisés pour faire telle ou telle chose. Et c'est souvent, à mon avis, des gens qui n'ont jamais utilisé ça, parce que quelque part, l'idée selon laquelle je peux publier les prompts, d'accord, avec l'article et puis détailler à quel moment je l'ai utilisé ou pas, je pense que c'est pas raisonnable. Par contre, quand on discute avec nos doctorants, il faut avoir cette discussion. Il faut bien voir de quelle façon on l'utilise, jusqu'où on va, et puis vérifier qu'à tout moment, on est en train de l'utiliser comme un outil et pas comme un co-auteur ou quelque chose comme ça. Ouais. Pourquoi pas garder juste une phrase, par exemple, pour dire qu'on a modifié certaines parties, mais pas obligé de réécrire tout le tronc ou quoi que ce soit, pour dire qu'on l'a utilisé, mais juste pour la forme, justement. Non, et pas... Donc... Moi, j'ai rien contre. Je pense qu'on est en train de l'utiliser même quand on croit qu'on ne l'utilise pas. D'ailleurs, quand je fais du Google Docs, je l'ai vu déjà me changer non seulement des grammaires, mais des mots. D'accord? Donc, j'utilise des IA génératives même quand je ne le veux pas. La seule manière de ne pas l'utiliser, c'est d'être avec le papier-crayon. L'idée typique des gens, c'est de dire il y a 3 niveaux. Il y a les gens qui ne l'utilisent pas du tout, ceux qui l'ont utilisé totalement, comme si c'était totalement possible, puis ceux qui l'utilisent un peu, et ceux qui l'utilisent un peu, eux, devraient dire exactement de quelle façon. Les gens qui l'utilisent un peu, ils sont supposés dire de quelle façon. Donc, on arrivera dessus après. Il y a une variété de règles qu'on va voir dans les conférences, dans les revues, dans les universités, qui vont depuis des règles extrêmement détaillées, exactement comment vous l'avez utilisé, et puis des autres règles qui sont... en fait, c'est votre responsabilité. D'accord ? Vous êtes responsable de comment vous l'utilisez, mais vous êtes responsable pleinement. C'est-à-dire que si, en l'utilisant, vous avez fait des bêtises, c'est-à-dire ChatGPT s'est mis à plagier, ou ChatGPT s'est mis à écrire des choses fausses, c'est pas ChatGPT, c'est vous. Et par exemple, quand on utilise certaines librairies pour de la programmation, des choses comme ça, on les met par exemple dans les remerciements. Moi, je sais que à une époque, quand on avait fait une méditation, on avait remercié Matplotlib ou ce genre de choses. Voilà, donc... c'est vrai. C'est vrai, je l'ai fait aussi. Ça fait longtemps que j'ai pas fait ça. Oui, mais ça fait plus trop, mais... Ouais. C'est vrai. Bah, sans forcément aller dans le remerciement, mais je veux dire, voilà, ça pourrait être... C'est pas où le mettre, d'accord Si... Bon, c'est
Moi, je ne le vois pas comme non éthique de ne pas le mettre. D'accord. Et entre autres choses, parce que en grande majorité, tout le monde est en train de l'utiliser un tout petit peu. Si par contre, ça commence à prendre des tournures colossales, par exemple, si un diagramme, si une image a été conçue par une IA générative, là, il va falloir le mettre. D'accord. C'est pas tout à fait la même chose que de dire peux-tu me repolir mon style. D'accord. Est-ce que tu mettrais que il y a un copain qui parle mieux l'anglais qui a relis ton article? Non, c'est ça. Hein. Alors, peut-on utiliser l'IA pour traduire? Oui, la réponse est oui. Maintenant, il faut faire attention parce que malgré tout, toutes les traductions ne sont pas parfaites. Il y a toujours des petites erreurs. C'est des vraies questions. Moi, j'ai un bouquin que j'ai oublié, que j'ai fait traduire au chinois. Et puis ensuite, je me suis dit, mais qu'est-ce que j'en fais? Ah ouais, tiens, génial, je vais le retraduire avec une autre IA du chinois à l'anglais. Et puis, je vais utiliser un programme qui me permet de dire si les deux, finalement, sont bien alignés. Et ça va me rassurer et ça va me permettre de dire, c'est bon, je peux garantir que la version chinoise est correcte. Je suis toujours pas convaincu par ça, mais je suis convaincu que demain, on va avoir des outils, eux aussi fabriqués en IA, qui vont nous garantir finalement de la correction d'un travail qui a été effectué. Enfin, on n'en est pas là. Donc oui, c'est ça. C'est quand on traduit dans une langue qu'on ne maîtrise pas, est-ce qu'on se sent confortable? Est-ce qu'on se sent d'envoyer ça et de se dire, en fait, je peux pas garantir, d'accord, la qualité de qui est là. C'est ce que je disais tout à l'heure. Le but pour moi, c'est que la personne en face ait confiance. Si la personne en face me dit, mais attends, il y a des trucs qu'on ne comprend pas, je vais me retrouver dans une situation très, très inconfortable dans laquelle je vais avoir du mal à lui dire, ouais, en fait, je l'ai envoyé en italien, je ne comprends pas l'italien, mais tu joues en italien, tant pis, j'ai pas, moi, c'est ton problème que de corriger. Ça peut se faire. On est en train de faire ce genre d'expérimentation aujourd'hui où on fait des open textbooks, donc des livres ouverts, avec une traduction de base fabriquée par des IA génératives, et on travaille avec des équipes locales ailleurs qui sont en train de s'en emparer pour finir le boulot. Enfin, moi, c'est un scénario particulier. Ok, alors juste un petit exemple que j'aime bien, c'est donc une conférence qui s'appelle ICML. ICML, c'est International Conference of Machine Learning, un petit peu à la pointe sur ces questions d'IA. Et ce qui est intéressant, c'était de lire la policy de 2023 que je ne montre pas ici, mais qui était très alambiquée. C'était du genre, on a le droit de l'utiliser dans la conclusion, mais pas dans la section expérimentale. Et si vous l'utilisez dans l'introduction, vous devez alors vous assurer que, enfin, un truc totalement alambiqué. Et puis en 2024, cette année, ils ont fait la règle suivante, qui me semble quand même être à peu près ce que à un chercheur il faut demander. Vous avez le droit, comme un outil, tool, de writing assistance, d'accord, d'écriture assistée. À tout moment, vous prenez la pleine responsabilité des contenus des articles, en incluant bien sûr la partie qui aurait pu être générée par un LLM. Et les deux aspects à surveiller en particulier, c'est le plagiat et le scientific misconduct, c'est-à-dire la fabrication de faits de ce type-là. Et une phrase importante, c'est celle-là, c'est vous ne pouvez pas faire de ChatGPT votre co-auteur. Il y a eu un moment où c'était la mode en 2023. D'accord, on allait un tout petit peu plus loin que ça. On se disait, finalement, jamais j'aurais pu faire tout ça sans ChatGPT. Je le mets en tant que co-auteur. Derrière, en fait, il se passe un truc. C'est-à-dire, on le faisait pour être honnête, parce que comme ça, je suis honnête. Mais en réalité, c'était aussi pour se dédouaner. D'accord, c'est-à-dire que si ça marchait pas, je pouvais dire c'est de la faute de l'autre. Et vous vous souvenez, c'est le débat de tout à l'heure quand je disais outil ou agent. D'accord, c'est-à-dire qu'en tant qu'outil, je peux difficilement aller taper sur dire c'est la faute de mon vélo, c'est la faute de mon marteau, etc. En tant qu'agent, donc agency, donc de quelque chose qui a de l'agence, et effectivement, là, je peux partager la responsabilité, dire j'en ai fait une partie, mais enfin c'est quand même l'IA qui a fait l'autre partie. C'est un vrai débat qui va continuer à se produire. Moi, je suis persuadé qu'il ne faut pas céder là-dessus. Il faut dire que c'est un outil, il faut l'utiliser uniquement comme outil, en tout cas pour des raisons professionnelles. C'est pas gagné. Là, le dernier à être entré dans le débat, c'est Harari, dans son dernier bouquin, qui lui dit « AI is not a tool, it's an agent ». Alors, être de l'autre côté de la barrière par rapport à Harari, c'est jamais bon signe. Parce qu'il a une tendance à avoir plutôt raison sur à peu près tout. Mais même s'il a raison, alors c'est peut-être parce que je parle beaucoup avec les doctorants et avec les étudiants, mais j'ai surtout pas envie qu'ils se dédouanent de leurs responsabilités à ce stade-là. Donc c'est à réfléchir. Vas-y, ouais. Ouais, je pense que la possibilité de la définition du plagiat,
Ouais. Parce que Ouais. à partir de l'avenir, c'est un copier-coller dans LLM sur un article. Enfin, je veux dire, alors on peut dire que c'est nous qui l'avons écrit parce que lui ne peut pas être auteur, mais en même temps, c'est des mots effectivement qu'il a peut-être pu prendre quelque part en partie du moins, et ils doivent quand même pas forcément la source, mais en même temps, c'est quelque chose qui est général et tu as parlé. Donc, quand bien même ce ne serait pas mot pour mot plagié de quelque part ailleurs, c'est quand même pas de nous non plus. Bon. Donc, oui, mais la question du plagiat doit être revisitée de toute façon. Alors, je crois que j'ai un ou deux slides, mais de toute façon, je ne vais pas pouvoir y arriver, qui parle un tout petit peu de cette question pour dire que, historiquement, le plagiat, c'est une définition qui nous est imposée par nos amis nord-américains et qui ressemble finalement à du copier-coller. D'accord ? Plagiat égale copier-coller. Mais on ne plagie pas, la notion de plagier les idées, ça a toujours été un problème. Les Français ont toujours voulu parler par exemple, de mettre des droits d'auteur sur des idées, et c'est la communauté dite internationale, donc la communauté nord-américaine, a toujours été sur la base de non, les idées sont libres et d'accord, elles ne peuvent pas être copyrighted, ne peuvent pas. D'ailleurs, copyright et droit d'auteur, vous remarquez que c'est pas du tout la même chose, hein, rien que dans le sens des mots. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, le plagiat, d'accord, on a l'impression que c'est quelque chose de très syntaxique. C'est pour ça que les outils de détection de plagiat, les compilations et compagnie, ont très vite dit, il n'y a pas de problème, on sait faire. Nous, on faisait déjà, d'accord, donc on va pouvoir de la même façon de vous détecter tout ça. Mais parce que leurs techniques sont purement syntaxiques. Et là, on se rend compte que les techniques purement syntaxiques ne fonctionnent absolument pas, ne permettent pas de détecter du plagiat d'idées ou de détecter du plagiat des objets qui ont été fabriqués par des IA génératives. Alors, on commence à savoir que si on demande à une IA générative, elle est plutôt meilleure pour savoir si c'est une IA générative qui l'a faite ou pas. Mais dans tous les cas de figure, tous les outils de détection aujourd'hui ont un nombre de faux positifs qui les rendent inacceptables et inutilisables en pratique. Ils vont dire ça c'est du plagiat, alors que c'est quelqu'un qui a tellement déjà commencé à lire des articles qui ont été écrits avec ChatGPT qu'il a pris des habitudes de langage, des habitudes de formulation qui fait qu'il va utiliser les trucs que justement les IA génératives vont aller détecter. Bah. Donc oui, je pense que ces définitions-là vont changer. Si on regarde la question tout à l'heure du jugement évaluatif, ça rentre là-dedans pour moi. C'est-à-dire que quelque part, je demande aux chercheurs de se rendre compte que cette idée qu'il est en train d'exprimer comme étant nouvelle, elle a déjà été exprimée. D'accord ? Bien entendu, si ça a été exprimé dans un petit workshop obscur de Serbie, on a le droit de se tromper, on s'excuse et puis ça arrive. Par contre, si c'est vraiment un truc qu'il aurait dû voir, c'est que c'est pas un bon chercheur. Bon, alors je saute ça. Scientifiquement, c'était le 3 et je finis là-dessus parce que sinon je vais me faire border. 5 minutes, parfait. Donc, peut-on les utiliser dans notre travail de recherche ? Alors, je disais, c'est surtout la partie la moins documentée, la moins précise. C'est celle sur laquelle, en fait, on n'a pas le recul. C'est-à-dire, on ne sait pas très bien ce que va devenir le monde de la recherche dans 20 ans à cause de ça. Alors, ce qu'on sait, c'est quoi ? C'est des choses comme le plagiat dont on parlait il y a 2 secondes. C'est-à-dire que cette définition va quand même devoir évoluer. C'est-à-dire, dire que c'est du pur syntaxique ne fonctionne pas. Et donc, quelque part, on ne va pas juste donner raison à l'étudiant qui dit j'ai utilisé ChatGPT pour me reformuler un truc que j'ai piqué quelque part, ça reste du plagiat. Simplement, légalement, ça va prendre du temps pour y arriver. Deuxième chose qui est plus compliquée, c'est la notion de paresse qui est induite par ça. On l'a vu tout à l'heure, le lazy ou le chercheur paresseux, hein, le chercheur feignant de tout ça. Ça a quand même un vrai enjeu. C'est-à-dire qu'une technologie qui nous fait soi-disant gagner du temps, alors, soit c'est pour pouvoir en fait explorer encore plus et travailler beaucoup plus et faire 20 articles par jour, alors que déjà on surproduisait en articles, ce qui est pas terrible, soit pour avoir plus de temps. Bon, c'est un vrai problème, et puis c'est un vrai problème sur le long terme. Mon doctorant qui en 1 an est capable de faire son PhD, sa thèse, peut-être qu'il peut produire le document en 1 an, mais quelque part, lui ne sera pas un docteur. Il n'aura pas les mêmes qualités. J'ai du mal à penser qu'il aura les mêmes qualités que quelqu'un qui a passé 3 ans à explorer, à se perdre, à se tromper, à partir dans des directions, à revenir et ainsi de suite.
Deux exemples quand même à connaître et à garder en tête, hein, celui de la navigation, des systèmes de navigation et de la calculatrice. Donc les GPS. Sur les GPS, on commence à voir aujourd'hui qu'il y a des retombées cognitives sur des gens qui ont utilisé le GPS et qui se retrouvent nécessairement qui se retrouvent avec une partie de, je crois, c'est l'hypothalamus qui est touchée et que vous n'utilisez plus de la même manière pour faire toutes sortes de choses parce que vous avez cessé de développer ce genre de choses-là. This GPS is ruining your brain. Donc ça, c'est des articles que j'ai trouvés. Et puis, la calculatrice, c'est un petit peu... alors, on ne sait pas pour l'instant s'il y a des conséquences cognitives. Par contre, je peux vous assurer qu'à l'université, quand on est en M1, en M2, cette année, je devais faire comparer 1/2 à 2/3. Et ils n'avaient pas le droit à la calculatrice, c'était foutu. C'était une règle. Je sais, je suis d'accord. Je suis un peu comme ça, mais là, je cherchais des choses très simples. D'accord? C'est-à-dire, c'est pas de leur faire calculer des trucs compliqués, mais enfin, même sur des relations qui sont aujourd'hui au programme du CM2, d'accord? Et en fait, c'est pas possible parce que 1/2 et 1/3, avec la calcul de tiers, ça devient 0,5, 0,66. Et là, vous avez un algorithme de comparaison qui est facile, qui est l'ordre alphabétique. D'accord? Mais par contre, entre 1/2 et 2/3, c'est plus dur, quoi, sinon. Bon, je crois que je vais arrêter à peu près là. J'ai d'autres articles, je peux vous laisser ça. Juste dire que malgré tout, d'accord, sur tout ça, l'IA est un révélateur aujourd'hui. Donc l'IA est en train d'arriver dans un domaine dans lequel il n'est pas simplement en train de tout modifier, il est en train de nous interroger. D'accord? Donc il nous interpelle. Il nous interpelle sur les biais de données, c'est-à-dire le fait que l'IA est biaisée. Non, pas vraiment. Ce qui est en train de se passer, c'est que l'IA permet de révéler, de se rendre compte qu'il y avait plein de biais dans la société qui étaient liés aux données et que c'est là qu'arrive le problème. L'année dernière, quand ChatGPT a fait que tout le monde s'est mis à faire ses devoirs à la maison, on s'est rendu compte qu'un baccalauréat dans lequel une grosse partie de la note venait de contrôle continu, ça posait un problème. On se rendait compte aussi que, en fait, dans beaucoup de familles, c'était déjà papa-maman qui faisaient les notes, le travail. Alors, le ministère de l'Éducation nationale l'a écrit sur leur blog, ça a duré 24 heures. Et ensuite, ils l'ont enlevé. D'ailleurs, cette remarque sur laquelle ils ont dit, en fait, c'est une bonne chose, quoi. ChatGPT vient finalement nous dire que ça triche pour le contrôle continu. Mais les gens vont dire, attends, et si vous le saviez, pourquoi vous laissiez faire? Il y a un problème sur l'éducation éphémère, ça je rentre pas là-dedans, mais sur la recherche c'est un vrai enjeu. C'est-à-dire, on sait qu'on a accéléré la quantité d'articles produits ces 10-15 dernières années, et là, il se régale ChatGPT là-dedans. Il y a des machines, des usines à produire des articles de recherche qui fait que en fait, le système se sature très, très vite. Mais c'est pas tellement l'IA qui a un problème, c'était notre système dans lequel on trouvait que c'était une bonne idée juste de publier à toute vitesse. Voilà, j'arrête là-dessus. Merci, Colin. Une question, pas plus.